Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour évoquer les dernières tensions sur le front des manœuvres militaires russes à la frontière ukrainienne qui désormais se mue de plus en plus avec des tensions avec les membres de l'OTAN qui souhaitent venir désormais en aide du fait d'une possible invasion du territoire ukrainien de la part de la Russie. Alors à ce stade, il faut dire très clairement qu'il n'y a rien n'est sûr si en réalité, si une invasion du territoire ukrainien par la Russie est une véritable certitude, ou est-ce plutôt désormais une guerre psychologique? Rien n'est moins sûr car on a des déclarations qui sont extrêmement contradictoires justement sur ce sujet. D'un côté, vous avez les autorités états-uniennes, notamment la porte-parole de la Maison-Blanche la semaine dernière qui a dit qu'une attaque contre l'Ukraine pourrait avoir lieu à tout moment. On apprend par la voix du monsieur Borrell, qui est le représentant de la politique étrangère de la Commission européenne, qui dit qu'il n'y a rien qui indique une attaque imminente contre l'Ukraine. Donc on voit qu'on a du côté états-unien, britannique, des informations qui font état d'une invasion imminente, et du côté européen, on indique qu'on n'a pas de telles informations. Alors, qui faut-il croire? Est-ce qu'on est toujours dans ce que j'appelle une guerre psychologique? Et si oui, dans quel but est-elle menée? Alors, c'est exactement ce qu'on va développer dans cette vidéo, car on voit qu'il y a des éléments qui indiquent de plus en plus qu'on est aussi non plus dans une guerre, qu'on est de plus en plus, si vous voulez, on s'enfonce dans une guerre psychologique. Et les derniers développements semblent le prouver, notamment le fait que le secrétaire d'État Anthony Blinken ait demandé le départ immédiat de tous les ressortissants états-uniens et du personnel diplomatique états-unien basé en Ukraine est une indication peut-être supplémentaire qu'on est entré dans une guerre psychologique de plus grande ampleur. Alors la décision de M. Blinken a été suivie également par la diplomatie britannique et australienne qui ont demandé également à leurs ressortissants de quitter dans les plus brefs délais, je cite, l'Ukraine, du fait d'impossibilité à un stade ultérieur d'évacuer leurs citoyens. Et donc, si vous voulez, il est difficile de comprendre pourquoi justement M. Blinken, mais également la diplomatie britannique et australienne, décident tout d'un coup d'envoyer, si vous voulez, une sorte de signal d'alarme vis-à-vis de leurs ressortissants se trouvant en Ukraine et qui semble indiquer qu'en réalité, on est à la veille d'une guerre, d'une invasion russe. En tout cas, ce sont leurs termes. Et donc, il faudrait désormais poser la question suivante. Quel est exactement le but recherché par ce genre de propos alarmistes du secrétaire d'État Blinken, alors que je rappelle que la veille, le dimanche 23, M. Blinken disait précisément il ne faut pas mettre à ce stade de sanctions contre la Russie, car l'absence de sanctions a justement un effet dissuasif contre toute possibilité d'invasion. Et le lendemain, donc, il y a cette annonce de demande d'évacuation du personnel diplomatique, des ressortissants états-uniens se trouvant en Ukraine. Et je rappelle qu'on est toujours en phase de négociation, puisque M. Blinken, la semaine dernière, a rencontré à Genève son homologue russe, M. Lavrov, que M. Lavrov donc, lui a fait des demandes précises et détaillées, avec notamment une demande de retrait des troupes de l'OTAN de Roumanie et de Bulgarie, et que M. Blinken a annoncé qu'il lui ferait une réponse écrite la semaine prochaine, donc cette semaine. Et donc, pourquoi donc, en quelque sorte, M. Blinken, par cette décision, qu'il faut bien le dire, décrédibilise ou en tout cas entache le processus de négociation. Alors, est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on doit en conclure que M. Blinken comprend que ces négociations qu'il a eues avec M. Lavrov ne vont mener à nulle part et qu'il ne sert plus à rien de négocier avec les Russes? Difficile à ce stade encore de vraiment comprendre exactement ce qu'il y a dans la tête de M. Blinken. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une réunion à Paris d'officiels russes et ukrainiens, ce qui montre que la solution diplomatique ne semble pas encore être abandonnée à ce stade, même si, encore une fois, les initiatives, les déclarations de M. Blinken et autres semblent indiquer peut-être que les États-Unis semblent de plus en plus renoncer à la voie diplomatique et semblent se pencher vers la voie militaire. Et d'ailleurs, autre preuve qu'on se dirige de plus en plus vers une solution militaire, des alliés de l'OTAN comme le Danemark, les Pays-Bas ou l'Espagne envoie du matériel militaire. Alors par exemple, le Danemark envoie des frégates en direction de la Bulgarie, les Pays-Bas envoient des avions de combat, tout comme l'Espagne qui envoie un navire.
Donc on voit aussi que du côté des alliés de l'OTAN, en tout cas des membres de l'Alliance Atlantique, on envoie du renfort pour soutenir évidemment l'Ukraine et pour montrer un geste de soutien également vis-à-vis des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis annoncent il y a à peine quelques heures que 8500 troupes états-uniennes vont être placées, je cite, en état d'alerte maximale. C'est ce que vient de déclarer M. Kirby, le porte-parole du Pentagone, du ministre états-unien de la Défense, ce qui est encore une indication supplémentaire qu'on se dirige de plus en plus vers une escalade militaire, à défaut d'une solution diplomatique. Alors il faut bien croire que sur la base de ces informations, il faut croire que les négociations qui ont eu lieu donc la semaine dernière entre M. Blinken et Lavrov ont probablement échoué, ou en tout cas de la part de M. Blinken, il considère qu'elles ont clairement échoué. Et la Russie, elle aussi, s'engouffre, j'allais dire, dans cette brèche d'une guerre psychologique, puisqu'elle annonce, elle, qu'il y a un risque d'offensive sur les républiques autoproclamées. Elle annonce que l'Ukraine pourrait lancer une offensive dans les prochaines heures ou prochains jours sur ces républiques autoproclamées. Déclaration auquel le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu en disant qu'il ne succombera pas, je cite, aux provocations russes. À cela, il faut ajouter dans ce tableau, j'allais dire, d'escalade militaire, il faut quand même ajouter, j'allais dire, un petit bémol du fait que un pays comme l'Allemagne, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, refuse à ce stade de livrer donc des armes à l'Ukraine et également refuse d'envisager des sanctions à ce stade contre la Russie, puisque en fait, en réalité, on discute déjà de sanctions contre la Russie. Alors même si M. Blinken dit qu'il ne veut pas mettre de sanctions à l'heure actuelle contre la Russie, tant que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Mais en réalité, on envisage déjà, on discute déjà de sanctions, notamment une exclusion de la Fédération de Russie du système financier international, du système, ce qu'on appelle le système SWIFT. Donc, par exemple, un pays comme la République islamique d'Iran également a été exclu. Donc, on voit que ce sont des sanctions extrêmement lourdes qui pourraient avoir de graves conséquences sur l'économie russe. D'ailleurs, c'est ce qui explique que la bourse de Moscou a dévissé hier de plus de 10%. On s'en parle également des autres bourses mondiales, mais en particulier la bourse de Moscou qui a dévissé de 10%, tout comme le rouble russe. Et donc, c'est dans ce contexte également extrêmement tendu autour de l'Ukraine qu'on apprend que la Russie va mener des patrouilles communes de façon régulière avec l'armée syrienne sur le plateau du Golan, du côté syrien du plateau du Golan, puisque je rappelle que les 2 tiers du plateau du Golan sont contrôlés et occupés par Israël, alors qu'un tiers du plateau du Golan est lui contrôlé par le régime syrien. Et donc la Russie a fait cette annonce surprise qui a pris évidemment les autorités israéliennes de court. Alors comment est-ce qu'il y a un lien avec les développements sur le front ukrainien? Probablement, car la Russie souhaite en réalité, je pense, ouvrir plusieurs fronts, car elle comprend bien que tout le monde entier, j'allais dire, a les yeux focalisés, rivés sur ce qui se passe aux frontières ukrainiennes. Et donc probablement, la Russie cherche probablement une sorte de, j'allais dire, diversion en créant, si vous voulez, plusieurs fronts pour essayer de créer des tensions sur plusieurs fronts et, j'allais dire, esquiver la tension sur le front ukrainien qui devient trop forte, avec une pression internationale qui est de plus en plus forte sur la Russie. Tous les yeux sont scrutés actuellement sur cette frontière russo-ukrainienne et probablement la Russie pour un petit peu faire baisser la tension ou essaye de envoyer des signes de diversion, et d'autant plus qu'en fait, on peut aussi penser que la Russie cherche à s'allier également avec des pays comme l'Iran ou la République populaire de Chine pour essayer justement de créer des tensions sur d'autres fronts, que ce soit par exemple sur le front de la guerre au Yémen. On n'apprend pas plus tard qu'il y a de nombreux missiles qui se sont tombés sur les Émirats arabes unis. Entre parenthèses, je ferai une vidéo dans les prochains jours sur justement ces escalades militaires qui sont à relier avec la tension qu'il y a avec la Russie, du fait que justement il y a eu, je pense, à ce stade une sorte d'entente, certains diront une collusion entre la Russie, la Chine, l'Iran,
pour justement créer un climat de tension internationale qui pourrait mettre à mal, j'allais dire, l'hégémonie militaire états-unienne. Et donc, ce n'est pas non plus surprenant qu'on apprend dimanche soir que l'armée chinoise a mené des incursions dans l'espace aérien taïwanais de façon très importante avec plus de 39 avions et on ne serait pas surpris d'une escalade militaire au Moyen-Orient, non seulement sur le front Houthi, mais également sur le front d'une possible guerre entre Israël et l'Iran. Et encore une fois, tout ceci est à lier au fait que la Russie cherche à s'allier avec des puissances qui, elles aussi, cherchent à défier la puissance états-unienne. Et donc on voit, pour conclure, on voit très très bien qu'on rentre sans doute dans une nouvelle, comme je l'avais dit en dessous, dans des vidéos précédentes, on rentre probablement dans une nouvelle ère géopolitique dont le nom restera à déterminer, qui, n'est, qui sera différente probablement de la guerre froide, puisqu'on sera plus dans un monde bipolaire, mais on sera plutôt dans un monde multipolaire, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas que la Russie qui fait opposition à la puissance états-unienne, mais également des pays comme la Chine, l'Iran et peut-être d'autres également. Et donc on voit très très bien qu'aujourd'hui il y a un front uni contre les États-Unis et de façon générale contre le monde occidental, mené encore une fois avec comme leader la Russie, mais également la Chine et l'Iran. Et donc probablement ces pays cherchent à créer des fronts, à embraser, si vous voulez, à créer des nouveaux fronts pour justement essayer de défier la puissance états-unienne. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que les États-Unis, de façon extrêmement surprenante, ont annoncé il y a à peine une heure qu'ils rentreront en négociation, je cite, directe avec la République islamique d'Iran. Alors comment comprendre ce développement tout à fait surprenant, voire même historique à ma connaissance, même lors des négociations avec l'Iran sous l'administration Obama, les États-Unis n'avaient pas négocié directement avec la République islamique d'Iran. Ceci est à comprendre du fait que justement les États-Unis comprennent que plusieurs fronts pourraient s'ouvrir et que les États-Unis seraient, si vous voulez, à pris de court car il y aurait plusieurs fronts à gérer, que ce soit le front ukrainien, le front syrien. Les États-Unis comprennent qu'il faut, si j'allais dire en quelque sorte, peut-être à ce stade, isoler la Russie d'alliés objectifs que sont l'Iran et la Chine, mais surtout l'Iran. Et donc elle comprend qu'à ce stade, si il devait y avoir un embrasement également du côté de l'Iran qui mène des attaques par le biais de ces milices du Hezbollah ou du Houthi, et bien à ce moment-là, les États-Unis ne pourraient plus gérer tout le chaos qu'il y a dans le monde, j'allais dire. Et donc pour cela, ils ont fait un choix extrêmement pragmatique d'entrer en négociation directe avec la République islamique d'Iran sur le dossier nucléaire, d'autant plus que la République islamique d'Iran est très très proche d'atteindre la matière fissile des 90% d'enrichissement de l'uranium. Et donc les États-Unis comprennent que là, à ce moment-là, il sera trop tard pour négocier et donc ils comprennent qu'il reste très peu de temps avant que ce seuil des 90% soit atteint. Et donc on voit qu'il y a énormément actuellement d'événements, une constellation d'événements géopolitiques. Et donc sur cette chaîne géopolitique, on va continuer de suivre avec des vidéos quasiment quotidiennement sur la situation pour bien comprendre tous les développements qu'il y a en cours dans le monde.